Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau format, le podcast de Méandre, présenté par le pôle journal de l'agence Hélice de communication de l'IUT Paris-Rive-de-Seine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Lismé Valencia, étudiante à l'IUT Paris-Rive-de-Seine, mais également la psychologue Maude Goblet, qui nous accompagne dans ce nouveau format pour répondre à nos questions. Alors, psychologue clinicienne à Paris, votre parcours vous a amené à travailler dans des environnements variés, notamment en psychiatrie, adulte et en foyer pour jeunes placés sur décision judiciaire. Durant votre master, vous êtes également tutrice auprès d'étudiants en première année de psychologie, tout en vous impliquant activement dans plusieurs associations étudiantes autour de la culture, du numérique ou également de l'engagement social. Aujourd'hui, vous mettez cette diversité d'expériences au service d'un accompagnement attentif, éthique et adapté aux enjeux contemporains. Et vous, du coup, comme je l'ai dit, vous nous accompagnez dans notre premier format pour parler d'un sujet qui n'est pas des moindres et qui nous concerne tous et toutes en tant que jeunes issus de la Gen Z, les réseaux sociaux. Donc en 2025, alors que la santé mentale est déclarée grande cause nationale en France selon le gouvernement français, plus d'un adolescent sur 10 lutte contre une utilisation problématique des réseaux sociaux, avec des conséquences alarmantes sur leur bien-être psychique. Les plateformes numériques, censées connecter, deviennent-elles des catalysateurs d'isolement et de détresse chez les jeunes ? Donc comme vous l'aurez compris, on s'interroge sur la question suivante aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent-ils vraiment nuire à notre santé mentale ? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette discussion, à travers du coup de votre point de vue à vous, Lismé, en tant qu'étudiante, et donc vous, Maude Goblet, pour votre point de vue professionnel. C'est donc autour d'une discussion que nous vous invitons à creuser cette problématique, où nous aborderons nos points de vue et expériences. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans les méandres de nos pensées. Donc pour commencer, je vous propose de commencer par toi, Lismé. Tu vas nous détailler ton expérience personnelle vis-à-vis des réseaux sociaux et ton vécu, parce que bien avant les statistiques, il y a les sensations. Donc, comment toi, en tant que jeune, tu décrirais ta relation vis-à-vis des réseaux sociaux au quotidien ? Alors, c'est assez complexe, je pense, comme perception, parce que forcément, je pense qu'on a tous des vécus différents avec les réseaux sociaux, et en partie du mien, étant une jeune fille qui a grandi avec les réseaux sociaux, j'ai forcément un rapport, que ce soit des comparaisons sur le physique, ou encore même sur des conceptions que je pourrais me faire sur la réalité ou non transmise par les réseaux sociaux, on va dire. Et du coup, disons que j'ai un rapport, on va dire, très biaisé, parce que je considère d'une certaine façon que c'est une très bonne chose dans le passe-temps, on va dire, ou encore sur certains points si on le prend justement sur l'aspect informatif. Mais du point de vue, on va dire, jugement extérieur et jugement à travers ces réseaux sociaux peut parfois être très compliqué et peut donc forcément jouer sur l'aspect psychologique. Est-ce que du coup, comme tu l'expliques dans ton discours, est-ce que du coup tu ressens des effets sur ton humeur après les avoir utilisés depuis un certain temps ? Je pense que ça joue forcément, oui, un petit peu, étant donné que justement j'en reviens, on se compare beaucoup, surtout que plus les années passent, plus les réseaux sociaux amènent à présenter le daily life, on va dire, de nombreux influenceurs qui ont une vie qui n'est pas la nôtre et dont on se compare vachement. Et en l'occurrence, je suis comme tout le monde, je pense que je me compare vachement, et en l'occurrence je me compare aussi vachement sur leur vie, sur leurs procédés, sur comment ils agissent, comment ils pensent et à quoi ils ressemblent possiblement. Donc oui, je pense quand même. Et est-ce que, en voyant ce daily life que tu décris, est-ce que ça t'a déjà mis mal à cause de ça ? Parce que du coup, tu rentres dans ce système de comparaison où tu te dis « Waouh, ils ont une vie incroyable et moi, derrière, je regarde » ou alors juste tu... Alors j'ai la chance d'avoir été assez objective sur ça, en partie parce que j'ai été éduquée par une maman qui m'a toujours fait comprendre que c'était pas la réalité. Donc là-dessus, j'ai réussi quand même à vachement, on va dire, me séparer de ça. Mais d'une certaine façon, oui, des fois, il suffit qu'un jour je sois pas d'humeur et que je vois quelqu'un avoir une vie, on va dire, meilleure, des relations, que ce soit familiale, amoureuse, amicale, meilleure que la mienne, ou encore un physique que je considère être plus intéressant. Forcément, après, je vais avoir comme une baisse d'humeur quelconque.
Ben, merci pour ton expérience déjà qui fait démarrer la discussion. Est-ce que vous, Maud Goblet, ce qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose que vous avez déjà pu entendre, je sais pas moi, dans votre expérience en tant que psychologue, dans votre cabinet, des jeunes filles qui viennent avouer peut-être un mal-être, entre guillemets, parce qu'elles justement se sentaient comparées, enfin elles se comparaient, ou un rapport compliqué avec les réseaux sociaux? Alors oui, des jeunes hommes aussi, Oui. Ça concerne vraiment tout le monde, c'est-à-dire que les réseaux sociaux amènent une transformation plutôt de l'interaction à soi, ainsi qu'une interaction à l'autre. Donc les réseaux déportent des problématiques qui étaient déjà là avant, c'est-à-dire que la comparaison effectivement existe, a toujours été présente. Et la comparaison maintenant, en revanche, se fait via les réseaux où on a du travail derrière les vidéos qui sont proposées. Et donc l'effet de contraste, c'est-à-dire, comme ça a pu être évoqué, la question justement de « Ah, moi je suis comme ça alors qu'il y a des gens qui sont comme ça ». Et donc cette idée qu'il y a trop de différences et donc ça peut créer là un mal-être ou une recherche d'identification plus importante. Et dans ces conditions-là, on peut avoir justement une augmentation soit de l'anxiété, soit une difficulté à avoir une image de soi solide, qu'on arrive à apprécier. Enfin, surtout quand on est jeune, on construit son identité. Donc si on a des modèles qui nous paraissent inaccessibles, ça augmente la difficulté à se dire « Ok, je peux être quelque chose qui me plaît ». D'accord, oui, donc il y a comme vous le dites, ça peut jouer donc sur la santé mentale, à proprement parler, créer ce système un peu d'anxiété, parce que ça joue sur l'identité, en fait. C'est tout ce process de se construire, et ça peut du coup avoir un effet néfaste. Et concrètement, est-ce que la science, je sais pas, parce que c'est peut-être encore trop récent, l'arrivée des réseaux sociaux, mais est-ce que la science dit quelque chose de concret sur les effets des réseaux sociaux sur le moral des jeunes, concrètement? Oui, alors Oui. récent, j'ai connu le début de YouTube, donc 2006, Oui. ça commence à faire 20 ans. Ça fait longtemps. Non, ça a été étudié depuis longtemps. Il y a même des liens qui ont été faits justement entre certaines difficultés de développement psychologique, cognitive, comme par exemple une exacerbation du trouble de l'hyperactivité et ou de l'attention. D'accord. Parce que ça bouge beaucoup. Vous avez 30 secondes par vidéo, vous scrollez, ça bouge, donc ça empire un petit peu ça. Pareil pour la question des compulsions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, on va sur les réseaux. Donc il y a un aspect un petit peu comme ça où ça prend le dessus, ça devient un automatisme. Donc il y a cet aspect-là où on crée une sorte d'attache à l'outil, parce que ça reste un outil, les réseaux sociaux. Donc comme tout, ça dépend ce qu'on en fait. Et il y a cet aspect où, effectivement, on a, en plus, en psychologie, vous avez l'aspect aussi extérieur du réseau social, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation du réseau et il y a l'impact que ça a sur le réseau social dans la vraie vie, dans la famille, parce que on a régulièrement des parents qui disent « Oui, mon enfant il est tout le temps sur son téléphone, il vient plus manger, etc. » Donc il y a des enjeux aussi de ce côté-là. Et il y a la limite aussi de la question entre réseau social ou écran. Ok. Et donc il y a parfois qui est assez flou sur certains points. Oui, c'est vrai. Et qui appelle donc encore d'autres problématiques en plus. Et donc comme tu disais, Lismé, et puis même vous, ce que vous disiez, il y a tout du coup ce mécanisme, pour revenir sur les réseaux sociaux, ce mécanisme de like et de commentaires, qui vient aussi du coup jouer sur cette vision qu'on a sur nous en tant qu'utilisateurs. Est-ce que toi, dans ton expérience d'utilisatrice, qu'est-ce que ça te fait en fait quand tu postes quelque chose par exemple sur les réseaux, quand t'attends les likes, les commentaires, est-ce que tu fais attention ou t'es plutôt dans cette optique de poster sans te soucier de ça, quoi? Alors je sais pas si c'est l'âge qui a fait que ça a évolué, mais il y a quelques années je mettais pas mal d'importance à ça. Quand je dis quelques années, je devais avoir 15-16 ans. J'ai un exemple assez concret où il y a quelques années j'avais fait une vidéo avec des amis et on avait fait 1,2 million de vues. Waouh. Donc pas des moindres. Bah oui, c'est sûr. Mais c'était pas force. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas si top parce que c'était une vidéo, c'était vraiment une petite bêtise, on faisait n'importe quoi. Et je me suis pris pas mal de remarques négatives, dont sur Instagram en partie, où les gens sont venus me voir sur Instagram pour me faire des remarques négatives.
et j'étais personne sur les réseaux sociaux. Ouais. J'étais vraiment... j'avais 16 ans, je me suis pris des remarques pas top. Et je me rends compte en fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, en fait, oui, ça a un impact. Et j'étais contente au premier abord en me disant, waouh, 1,2 million de vues. En plus, si j'avais été majeure, j'aurais été rémunérée, patati patata. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé, j'ai pris un peu du recul là-dessus, que les réseaux sociaux, c'est du partage, certes, mais en partie avec les personnes auxquelles j'ai envie de le partager. C'est-à-dire que, justement, je veux moins faire attention à tout ça. Alors, je pense qu'il y a un côté un peu inconscient de oui, j'ai un peu envie d'une certaine façon, surtout d'un point de vue où je suis étudiante en communication, donc c'est un peu lié, en partie ce qu'on fait. Mais oui, ça a un impact, mais je dirais moins, je ne sais pas si c'est dû à la maturité ou dû à de nombreuses conversations avec des amis ou des professionnels ou des adultes ou quoi que ce soit, mais je dirais que ça en a toujours un petit peu quand même. Bah, bien sûr, je pense que plus on grandit, plus on se détache de ça, mais est-ce que toi, enfin, je sais pas si t'arrives à t'en rappeler, mais est-ce que toi, à ton regard de jeune fille de 16 ans, quand t'as eu le 1,2 million, tout de suite, est-ce que t'as réussi justement à prendre du recul, ou c'est vraiment avec les années et par cette expérience que t'as pris du recul, ou sur le moment t'étais dans le truc et t'as pris personnellement ces commentaires de haters entre guillemets? Alors ça va parce qu'on va dire, j'en ai reçu sur toutes les statistiques, il devait en avoir même pas 10%. Hein. Okay. C'était très léger. Disons que c'était des trucs bêtes. En plus, comme j'étais avec des amis, j'ai eu mes amis qui prenaient ça beaucoup à la rigolade. Donc du coup, j'ai réussi à me détacher de ça via leur regard à eux aussi. Mais je dirais que sur le moment, j'ai pris ça un peu à la rigolade dans le sens où ça y est, je vais devenir influenceuse. Je commence une nouvelle vie. Et puis très vite, on revient les pieds sur terre et on se dit non, enfin, c'est vraiment une vidéo qui a marché. Et disons que sur le moment, j'étais pas très fière sur les petits messages que j'ai pu recevoir. Et comme ça a duré sur le coup de 2-3 jours, je suis vite passée à autre chose. Et ça m'a vite fait réaliser en effet par la suite que je vais plus faire attention à ce genre de choses. Et la preuve, ce n'est plus arrivé après d'avoir autant, on va dire, de vues, de likes ou quoi que ce soit. Et tant mieux de mon point de vue, on va dire. Tant mieux pour moi, parce que je pense que ça aurait pas été dans... Enfin, j'aurais peut-être pas eu les épaules pour... Mais donc maintenant, vu que tu as réussi à te détacher de ce mécanisme, est-ce que là, à l'heure actuelle, quand tu postes, tu attends ces likes pour avoir une sorte d'attention que tu espères recevoir de la part des autres, ou vraiment tu postes dans cette optique de plaisir de partager pour les amis? Je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire que objectivement, je vais dire que non, je partage juste avec mes amis, mais il y a toujours une partie de ma tête qui me dit « Oh, si, peut-être, possiblement, je peux avoir plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. » Je dirais pas non. Enfin, il faut être réaliste quand on fait une trend sur TikTok et qu'on le fait dans les temps. C'est pas pour juste la faire dans les temps, c'est pour dire potentiellement qu'on va avoir une visibilité plus importante. Bien sûr. Donc, je dirais que sur l'idée, à chaque fois, je dis que non, c'est pour mes amis. Il y a toujours une partie un peu qu'on ne veut pas s'avouer, qui veut... Et bien justement, c'est la question que je voulais vous poser, Maud Goblet. Est-ce que y a des effets, selon vous, sur le like, sur notre cerveau, en tant que nous, chez les ados, ce truc de vouloir recevoir de l'attention ou avoir la visibilité? Alors, pas que de mon avis, hein. Oui, bien sûr. Les neurosciences sont très au fait de ça. Par exemple, vous avez toute une petite émission de France Culture sur... l'impact des écrans, où il parle justement de cet effet-là un peu plus en détail, donc je vous invite à aller écouter pour approfondir la question. Mais effectivement, les réseaux sociaux, ça reste un miroir social de soi, donc c'est-à-dire qu'on a quand même les algorithmes aussi qui nous présentent des choses très particulières à chaque fois. Donc par exemple, les trends TikTok, elles n'arrivent pas spontanément, c'est-à-dire qu'il y a déjà un effet de conditionnement, il y a un effet d'amorce aussi, c'est-à-dire on vous prépare petit à petit à finalement vous convaincre de participer aussi, donc il y a un effet un petit peu comme ça. En plus, vous avez aussi une immaturité affective, donc le cerveau finit pas de se développer tout de suite. La fin, c'est plutôt 19-25 ans, en fonction des zones cérébrales concernées, donc ça met un certain temps quand même. Donc globalement, avant la fin de votre master, vous êtes concerné. Ça fait long. En niveau master, en tout cas, ou en tout cas, voilà, déjà Bac plus 5. Donc ça fait que vous êtes
vous les jeunes, êtes plus sensibles de manière générale au retour qu'on vous fait sur les contenus que vous faites. Avec le temps, effectivement, avec la maturation, les expériences de vie aussi, et la qualité de l'environnement, effectivement, que vous avez. Donc, comme vous avez souligné ça, c'est important, c'est même très très important d'avoir un environnement où on se sent bien. Ça permet de prendre du recul par rapport à ces feedbacks distanciels. Parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas, mais votre cerveau ne fait pas la différence. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dans l'immédiat, dans la réalité, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vous fait un commentaire désobligeant. Vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, que vous appréciez, qui vous apprécie, qui vous fait un commentaire positif. Clairement, la balance n'est pas la même. De manière générale. Je ne parle pas d'autres qui ont des fragilités déjà, d'estime de soi, etc. Où là, en général, il y a un focus sur le commentaire négatif, quels que soient les positifs des proches, avec parfois une idée que oui, mais il m'aime, donc il me ment. Donc des fois, il y en a, c'est un petit peu ça. Mais... Et d'ailleurs, ces gens-là, via les réseaux, c'est intéressant pour eux, parce que pour le coup, il y a cette prise de distance où ils sont obligés, entre guillemets, d'être face à une masse de commentaires. Donc, comme vous avez pu évoquer, 10% de négatifs, mais du coup 90% de positifs. Donc même si on se focalise sur du négatif, il y a des statistiques observables qui les forcent un petit peu à être plus au fait de ce qui se passe vraiment. Et là, du coup, il y a un autre enjeu qui se met en place, où effectivement il y a un développement de l'identité un peu plus sécure sur certains plans. Après, vous avez la différence aussi numérique réelle, de manière générale, parce que vous n'évoquez pas les mêmes réseaux de récompense non plus. Donc en fonction de si vous êtes sur le numérique. Donc par exemple la dopamine, quand vous avez un like ou un commentaire positif, ça y va. Dans la vraie vie aussi, mais c'est noyé avec beaucoup d'autres choses. Si vous faites une activité sportive, vous avez aussi de l'endorphine, tout ce qui est l'attachement, donc l'ocytocine, tout en fait, il y a tout qui se déclenche un petit peu. Donc ça, c'est un cocktail un peu plus prononcé et un peu plus, qui emmène un peu plus de confusion aussi éventuellement que quand on est juste en ligne avec finalement soi et les retours un peu abstraits. Bah oui, donc en fait, il y a vraiment des hormones produites par notre cerveau qui, du coup, est-ce que peut pousser à une sorte d'addiction, je suppose, parce que, je sais pas, un like peut rimer, bon, c'est caricaturé ce que je veux dire, mais un like peut rimer avec un shot de dopamine, et donc du coup, on va être dans ce mécanisme de poster pour avoir du like, pour du coup se booster, nous, dans notre confiance et notre ego. Oui. Ah oui. Après, juste une petite précision aussi, c'est qu'en fonction du réseau social, vous n'avez pas les mêmes enjeux non plus. Okay. D'accord. Par exemple, TikTok, effectivement, c'est beaucoup du rapide, du contenu, des trends, donc c'est un petit peu, ok, où est-ce que je me situe dans la dynamique de groupe en plus. Si c'est Snapchat, vous avez plutôt des problématiques autour de l'image du corps, c'est-à-dire qu'il y a plein de filtres, etc. Donc finalement, à quoi on ressemble, qu'est-ce que c'est que d'être beau ou pas, le filtre, du coup, c'est ça qui est censé être une norme, mais en fait, pas vraiment. Enfin, ça peut flouter un petit peu les limites de la normativité, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et vous avez après Facebook, Instagram, où là, c'est un petit peu plus en fonction des dynamiques de groupe, des opinions, des appartenances qu'on a ou qu'on n'a pas, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi un peu plus problématiques, mais sur les retours négatifs. Mais il y a un effet physiologique. Oui, il y a un effet physiologique. Comme vous l'expliquez du coup dans votre discours, j'ai cru comprendre que du coup il y avait des profils plus vulnérables à ce mécanisme, ceux qui, comme vous disiez, ont des problèmes déjà de base sur leur estime de soi et qui du coup peuvent être plus sujets à ce processus. Oui. De toute façon, on a tous des fragilités. On a grandi comme ça, c'est en fonction des échanges qu'on a pu avoir avec l'environnement de vie. Mais en fonction de comment on arrive à répondre à ces fragilités, on est plus ou moins fragile par rapport à un contenu ou à un autre. Alors là, ça va être très vaste, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais vous avez effectivement des gens qui sont anxieux, alors vous avez deux tendances, c'est soit on garde l'anxiété et on reste dans un peu une espèce de reproduction un peu à l'infini, donc ce qu'on appelle le doom scrolling par exemple, où voilà, on n'arrête pas de regarder des choses qui sont inquiétantes ou qui sont gore, etc., où il y a une espèce de fascination aussi, où ça peut toucher des choses en soi, mais en même temps non, enfin voilà, il y a des mises en perspective.
ou alors l'anxiété où il y a un évitement plutôt de certains contenus. Par exemple, sur Instagram, on ne veut voir que des petits chatons, etc. Twitter, on évite, par exemple, parce que Twitter est quand même assez anxiogène, de manière générale, parce que c'est quand même un... En plus, maintenant, il y a des affaires aussi autour de combien d'utilisateurs sont en fait des bots, donc ils sont auto-entraînés, donc ça augmente aussi une certaine radicalisation de certains discours. Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à ces discours ? Où est la normalité, encore une fois ? Parce même si on n'aime pas ça, il y a quand même une espèce de... Enfin, la normalité, c'est 50% de la population, donc il y a quand même des standards, entre guillemets, en fonction du groupe d'appartenance où vous êtes dans la vie de tous les jours, sur les groupes où vous êtes en ligne, vos camarades, votre fratrie, le pays, ça dépend sur quoi on se base. Mais Et justement, c'était une des questions auxquelles on voulait parler, aborder. La question globale, c'est est-ce que vous pensez que la société, on s'écarte un peu du sujet, mais est de plus en plus anxieuse au fil des générations ? Et je pense que, en tout cas moi qui le suis, je me suis toujours demandé si les réseaux sociaux avaient un lien avec cette anxiété, en tout cas du moins pouvaient l'amplifier. Par exemple, toi, Lismé, est-ce que dans ton utilisation, tu as déjà ressenti de l'anxiété sur les réseaux sociaux Je pense d'une certaine façon, oui. Surtout, je pense que ça s'est amplifié depuis le Covid, étonnamment, parce que on a quand même eu 2-3 mois de confinement total. Et du coup, ma vie était rythmée par les réseaux sociaux. Enfin, c'était vraiment uniquement TikTok, Instagram, un peu de Snapchat de temps à autre, du Twitter pour aller voir ce qui s'y passe. Et ça rendait la chose addictive, déjà, comme on en revient, mais anxiogène dans le sens où on avait tout et rien, que ce soit les fake news ou des faits tels quels. C'était vraiment un enchaînement de choses qui pouvaient en effet rendre les choses de plus en plus stressantes pour l'avenir. Et du coup, on est rentré un peu dans un carcan où dès qu'il se passe un truc, je vais aller voir les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dit Twitter, qu'est-ce qu'on dit Instagram, qu'est-ce que les gens sur TikTok ont republié, remis, qu'est-ce qu'ils rajoutent comme couche. Et du coup, oui, je pense que forcément... les réseaux sociaux m'apportent forcément cet aspect anxiogène sur différents points, mais rien que l'actualité qui n'est pas des plus positives à l'heure actuelle, rien que ça, les réseaux sociaux, on va dire, n'arrangent pas, parce qu'on peut pas dire, parce que je reviens sur ce que vous disiez, mais même si je passe une vidéo de chaton, la vidéo d'après, si ça parle sur l'actualité qui se passe dans les différents pays du monde à l'heure actuelle, je vais revenir sur ce point de vue et je vais avoir cette petite boule sur comment va se passer mon avenir, ceux de ma famille, de mes amis. Et du coup, 1 milliard de millions de questions se mettent dans nos têtes et on se met dans une boucle un peu infernale de réflexion et voilà quoi. Mais est-ce que du coup vous trouvez, et vous l'avez plus ou moins expliqué déjà, que les réseaux sociaux peuvent du coup être soit un déclencheur, soit plutôt un facteur aggravant de cet état d'anxiété, voire de dépression chez les jeunes de façon générale dans leur quotidien? Alors s'ils ont une utilisation qui justement les maintient dans ce rythme-là. Par exemple, quand on est inquiet, on peut avoir une espèce de comportement, ce qu'on appelle paraphobique, c'est-à-dire qu'on a tendance à chercher encore plus d'informations. Donc c'est encore pire, en gros. Sinon, il y a de l'évitement où on change d'information et on parle d'autre chose. Après, vous avez un effet qui est très sociétal aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, les médias sont très focalisés sur les émotions négatives. Et je ne parle même pas forcément d'informations négatives, mais en tout cas, il y a un effet de buzz pour avoir l'audimat, parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible. Je ne sais pas si on en a entendu parler. C'est quelque chose qui a été abordé il y a longtemps. Déjà, il y a un documentaire Arte de 95, je crois, qui en parle, donc, sur justement cet effet de quand on utilise ce temps libre qu'on a dans le temps, parce que vous n'êtes pas tout le temps à faire quelque chose, comment vous l'occupez. C'est-à-dire que le temps que vous aviez peut-être quand vous étiez enfant à être oisive, regarder un petit peu dans le vide, donc ces moments-là, c'est très créatif pour le cerveau, il adore ces moments-là. D'accord. C'est-à-dire que c'est des moments où il peut être un peu face à lui-même, où il peut réfléchir un peu, il se laisse balader, et c'est des moments où vous êtes un petit peu... Alors les Suédois ont un nom exprès, mais alors je ne parle pas le suédois, donc je n'y risquerai pas. Mais c'est-à-dire que c'est le moment où le cerveau est le plus créatif. Enfin, l'un des moments où le cerveau est le plus créatif. Et ces moments-là, vous les court-circuitez quand vous êtes sur les réseaux, parce qu'il y a un usage automatisé, parce qu'il y a une habitude qui est prise, parce que maintenant on a nos téléphones où il y a tout dessus.
Donc moi je suis un petit peu plus âgée, donc moi j'ai connu l'époque où il n'y avait pas encore le Wi-Fi sur les téléphones. Donc il n'y avait pas d'application, il fallait attendre d'avoir un ordinateur pour ça. Et vous avez un effet aussi de groupe, c'est-à-dire que vous utilisez aussi des réseaux où vous avez vos propres amis qui sont dessus. Certains autres réseaux sont utilisés pour intérêts personnels, enfin par des intérêts personnels je pense. Discord par exemple qui est plus... qui sert à tout maintenant. Donc ça, sinon vous avez aussi Facebook un peu plus large, vous avez Twitch, où pour le coup pendant le confinement ça a été très sollicité, au même Discord. À l'époque je travaillais à l'éducation nationale, mais il y avait des professeurs justement qui faisaient des cours sur Discord parce que les jeunes, on savait très bien qu'ils jouaient aux jeux vidéo le reste du temps, donc c'est un petit peu comment on les ramène sur un terrain qui est un peu plus collectif. Et donc il y a quand même un effet de négativité, mais pas que. Enfin, ça s'équilibre quand même. Pour revenir sur ce portrait un peu d'anxiété, de dépression que les jeunes peuvent démontrer, parce qu'on se rend compte que finalement les troubles anxieux sont de plus en plus répandus, selon des études, notamment selon l'étude de l'OMS. Enfin, on estime que 4,4% des 10-14 ans et 5,5% des 15-19 ans souffrent de troubles anxieux, ce qui a largement augmenté, enfin, ça a toujours été présent, mais ce qui a un peu augmenté ces dernières années, notamment, je pense, comme depuis le Covid, où ça a pu augmenter. Est-ce que vous, en partie avec les réseaux sociaux, il y aurait des signes qui pourraient alerter les jeunes ou les entourages pour reconnaître ce type de comportement ? Alors, il va falloir peut-être me rappeler de vous répondre à la seconde partie sur les signes. Mais pour revenir sur la question de l'effet, de l'augmentation de l'anxiété, c'est-à-dire qu'il y a moins de soupapes qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il y avait des espaces collectifs, donc les balles, les guinguettes, etc. Maintenant, c'est plus compliqué d'en trouver. Donc même, par exemple, au lycée, vous avez des cours par spécialité, donc il n'y a plus autant de dynamique de groupe qu'il y avait avant, où vous aviez une dynamique de classe. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en IUT. Moi, j'ai le souvenir que c'était plutôt des groupes classes. C'est ça. C'est toujours ça ? Ok. Ouais. On est vraiment en classe pour le coup, on partage. On est 30 à peu près, donc, et après on a des classes plus grandes en 60, mais ça reste plus restreint. Donc pour le coup, on travaille plus. Puis nous, particulièrement en communication, on travaille vraiment en groupe. C'est-à-dire que 90% de nos cours, c'est des travaux de groupe. Donc voilà. Ok, donc dans ces moments-là, vous avez des échanges qui sont beaucoup plus directs, plus fluides, et qui vous permettent de voir un petit peu justement où se situent les autres par rapport à soi, sur une idée, un comportement, un devoir à faire, voilà. Mais est-ce que ça permet Est-ce que la dynamique de groupe permet de résoudre, ou en tout cas de répondre en partie à l'anxiété ? Ça, a priori, oui. En tout cas, ce qui est observé par la recherche, c'est que le groupe permet de pouvoir, quand on se sent bien dans le groupe, a priori, bien sûr. Ça permet d'apaiser pas mal de choses. D'accord. La dynamique des groupes et l'organisation des groupes, elle, par contre, change en fonction des sociétés. C'est-à-dire que, je pense par exemple, la schizophrénie, en France, n'est pas du tout traitée de la même manière que dans certaines peuplades d'Afrique, où il y a traditionnellement quand même des événements qui sont faits exprès pour eux, pour du coup faire passer la crise, la crise psychique, alors que chez nous, c'est l'hospitalisation. Donc c'est à la fois les mettre à l'écart, mais en même temps dans une sorte de groupe, parce qu'ils ne sont pas tout seuls non plus dans le service à l'hôpital, mais la façon de gérer la difficulté n'est pas la même. Après l'anxiété, effectivement, il y a une augmentation du mal-être des jeunes. Vraiment, on est passé à plus de 1 sur 2 pendant et après Covid, ce qui est énorme, alors qu'avant c'était 1 sur 4. Ce qui était déjà beaucoup, donc ça a doublé. C'est ça, et ça n'est pas forcément baissé dans le temps, ou pas tout de suite, parce que les infrastructures n'ont pas non plus permis d'abaisser ça. Vous êtes tout de suite rebasculé, vous avez poursuivi sur une scolarisation avec des demi-jauges, ou alors c'était beaucoup à distance, mais à distance, donc il y a la perte justement du lien. On se referme sur nous-mêmes quelque part. Et surtout on vous laisse pas le choix, donc il y a un sentiment de subi, où du coup à un âge où on a envie justement d'être plus actif, de se dire ok, je veux me tester dans ce monde et je veux voir mes limites par rapport aux limites des autres, de la société, c'est là où on fait toutes les bêtises. Je veux dire,
Alors maintenant, on n'a plus de terrain vague comme il y a un petit paquet d'années, mais c'est là où on se teste, on fait des cascades, on sort jusqu'à 4 ou 5 heures du mat, et on rentre un petit peu de travers. Enfin, et tout ça, si vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous n'avez pas le partage, ce que je disais tout à l'heure, biochimique. C'est-à-dire que toutes les hormones qui ont lieu justement dans la dynamique avec l'autre, ça, vous l'avez pas. Alors, vous avez en partie avec votre famille, mais ça dépend de l'entente familiale, des dynamiques intrafamiliales aussi, donc c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et on se construit pas de la même manière avec les pairs, PIRS, donc les gens du même âge, qu'avec des ascendants générationnels. Et comme c'est pas les mêmes enjeux, ça répond pas de la même manière à vos inquiétudes. Donc ça peut créer justement un sentiment de distanciation, et donc d'isolement, et donc plutôt de tristesse et d'anxiété, qui sont un peu des fourre-tout émotionnels finalement. C'est-à-dire, ok, où est-ce que j'en suis et comment je peux répondre à ça, donc c'est très large. Maintenant, j'aimerais parler, si c'est un peu en lien, et que je pense que ça... Enfin, c'est pas positif. De toute façon, c'est pas positif comme sujet. C'est parler de l'un des visages les plus sombres des réseaux sociaux, le cyberharcèlement, forcément. Faire quand même de la prévention et comprendre ce mécanisme de haine qui peut se créer aussi facilement, je trouve, sur les réseaux sociaux. Alors, selon une étude publiée dans Le Parisien, 45% des 18-24 ans affirment avoir déjà été personnellement victimes de violences en ligne. Donc ça peut passer par des réceptions de messages privés ou de commentaires insistants ou haineux, harcèlement, victimes de photomontage, vidéomontage sur les réseaux sociaux, vols, etc. On en passe. Est-ce que toi, Lismé, en tant qu'étudiante et encore une fois utilisatrice, de ton vécu, et tu nous en as déjà plus ou moins parlé dans ton expérience avec la vidéo, as-tu déjà été... été victime ou témoin, ne serait-ce de cyberharcèlement? Alors victime, j'irais pas jusque-là. Ouais. J'ai reçu des messages pas très agréables, parce que du coup, comme j'ai dit, c'est des messages qui sont venus sur mon Instagram alors que la vidéo était de base sur TikTok. J'ai eu des commentaires désobligeants aussi, mais j'amènerais pas jusqu'à du cyberharcèlement, parce qu'on en revient, ça a duré sur une trop courte durée, c'était pas assez, on va dire, pas assez, c'est bizarre dit comme ça, mais violent. Tous ces points de vue-là, j'amènerai pas. Du coup, de mon point de vue, non, jamais. Et je suis très contente pour ça, je me le souhaite pas. Bien sûr. Mais donc, de son point de vue-là, non. Je l'ai jamais rencontré, un de mes proches, du moins. Mais je l'observe, on va dire, tous les jours quand il se passe tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en général, parce que j'ai l'impression que les gens se ressourcent de ça. C'est-à-dire que la vie des autres, les problèmes des autres, limite, c'est intéressant. Et est-ce que c'est encore en lien avec l'aspect, justement, comparaison avec nos vies? Est-ce que ça rassure les gens de voir qu'il y a des gens qui vivent pire qu'eux, entre très gros guillemets? Je sais pas comment ça se déroule dans leur tête, parce qu'en soi, voilà, mais le cyberharcèlement, je n'ai jamais été témoin directement, ça c'est sûr, mais je l'observe et je le remarque de par en partie des influenceurs, des créateurs de contenu qui disparaissent des fois en partie après une grosse polémique qu'ils peuvent avoir vécu sur un maudit, je sais pas, quelque chose qui a été utilisé pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Donc disons que je l'observe, mais j'ai pas été témoin direct et je l'ai surtout pas vécu, ça c'est sûr. Bon, tant mieux. Tant mieux, oui. Mais parce que c'est vrai que ça me reste du coup je me rends compte quand tu parles que ça reste une limite assez floue en fait. Enfin, de mon point de vue, ça se trouve ça l'est pas, mais ce que c'est concrètement le cyberharcèlement, à partir de quel moment on considère que ça devient du cyberharcèlement? Est-ce que ça peut juste être un commentaire haineux qu'on reçoit, ou alors c'est vraiment comme du harcèlement dans la vraie vie, où c'est une attaque récurrente, où ça pousse derrière un comportement vraiment désobligeant et ça nous affecte mentalement, quoi. Compliqué. Riche. Très riche. Le cyberharcèlement, c'est la question du harcèlement moral mais en ligne. La difficulté par rapport à la vraie vie, entre guillemets, c'est que le harcèlement moral, c'est quand on a plusieurs fois la même personne qui vous sollicite de manière non désirée. En ligne, ça peut être des centaines de personnes une fois. Ouais. Mais ça participe à un ensemble de retours négatifs.
Après, vous avez un effet, je pense que pas mal de youtubeurs ont sollicité un petit peu ça, ce côté-là, de confronter les gens à leurs propres commentaires haineux, etc. Eh bien, la plupart des gens qui font, alors pas forcément dans cette vidéo, enfin dans ce cycle spécifique de vidéos, mais en tout cas sur le principe, les gens, même quand ils viennent présenter pourquoi ils ont dit ça, les gens ont tendance à être plus violents sur Internet, mais de manière entre guillemets gratuite. C'est-à-dire que c'est toute une agressivité. Alors pareil, quand on est jeune, on a beaucoup d'agressivité. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? L'agressivité, c'est pas forcément au sens violence. Pour nous, les psychologues, l'agressivité, c'est plutôt une question un peu d'énergie, quoi. C'est l'essence. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait entre faire exploser son barbecue ou faire marcher sa voiture, ça dépend ce qu'on en fait. Et en fait, ce mouvement interne, ce qu'on en fait de manière constructive, c'est ce qu'on appelle sublimer. Donc c'est des gens qui vont faire des commentaires très constructifs, détaillés, avec une recherche de dialogue. Et vous avez des gens juste, ils vous posent t'es moche, t'es nul, etc. Donc des attaques très directes, souvent plus sur la personne que sur ce qui est fait tout court. Ou alors si c'est ce qui est fait tout court, ça peut aussi dériver sur la personne. Donc c'est là où ça touche, c'est-à-dire qu'il y a un décalage aussi dans la compréhension et l'interprétation de la personne des commentaires qui peuvent être faits. Parce que, en somme, quand vous créez du contenu, vous vous attendez à avoir des retours par rapport à la qualité de votre contenu. Si on vous fait des retours négatifs sur la personne qui fait le contenu, c'est-à-dire vous êtes touché, comme je disais tout à l'heure, le miroir social, la recherche de validation, etc. Ça vous renvoie à une image pas terrible de vous-même. Alors même que c'est pas du tout le sujet. Vous vous mettez pas en jeu, vraiment, dans votre production. Et donc, il y a un décalage qui peut se créer dans la compréhension de ce qui se fait, et donc là, les objectifs de l'interaction sont floutés, sont floués. Vous n'avez plus les mêmes objectifs l'un et l'autre. Donc, si en plus les gens ils font ça de manière un peu gratuite, voire totalement gratuite, vous pouvez pas vous construire avec ça. Mais comme vous n'avez que ce matériel-là, je caricature parce que comme d'habitude c'est pas du tout la majorité, mais quand vous n'avez que ce matériel-là, ben vous faites avec. C'est ça, votre cerveau il fait pas trop la différence. Oui, en fait c'est toujours cette limite floue que, comme on l'expliquait tout à l'heure avec ce mécanisme de l'image de soi, la frontière du réel et du virtuel est très floue en soi. Quand on est dans ce mécanisme constant de tout le temps être sur les réseaux, c'est vrai qu'on se renferme dans cette négativité. Et encore plus sur les réseaux sociaux, où je trouve que les utilisateurs peuvent avoir tendance à être, comme vous l'avez dit, beaucoup plus virulents dans leurs propos. Est-ce que vous pensez que c'est la question que je pose à vous deux, ça a dû en partie avec l'anonymat, puisque c'est pas directement qu'on va confronter la personne. Je me vois mal quelqu'un dans la rue qui vient me voir et me dire t'es moche. Je pense que c'est peut-être avec l'anonymat en partie. Je me permets de parler toujours en tant qu'étudiante, mais pour moi c'est certain. Il y a cette facilité d'attaque qui est tellement possible. Comme tu l'as pu le citer, personne, du moins le pourcentage est plus bas de personnes qui vont venir en face à face, comme on était sur le harcèlement de base entre gros guillemets avant, où ça se passait que au sein de l'école, au sein de l'environnement où tu es. Et après, ça s'arrêtait, entre guillemets, quand on rentrait chez nous. Tandis que là, ça peut être en face à face et continuer sur les réseaux sociaux. Et du coup, être en continu. Et les gens ont cette facilité parce qu'ils se cachent sous un nom d'utilisateur, une photo de profil, et on vous retrouvera jamais. Et c'est plus facile. Et voilà, c'est simple. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que ça fait beaucoup plus simple, en fait. Et, autre question, vous, de votre expérience, du coup, en tant que psychologue, est-ce que vous avez déjà eu des cas de cyberharcèlement ? Ou si c'est le cas, est-ce que vous en avez souvent ? Ou c'est, vous, plutôt, je sais pas, rare Alors là, il y a ce qu'on appelle un biais un biais d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'en cabinet, les gens ne viennent pas initialement pour ça. Bien sûr. Par contre, à l'éducation nationale, les gens viennent beaucoup pour ça. Parce que quand on est psychologue d'éducation nationale, on est au sein de l'établissement scolaire. Tout ce qui est psychiatrie, foyer, etc., les jeunes sont sur place. Donc c'est un petit peu différent aussi. Donc là, c'est plutôt la prévention qu'eux ne le fassent pas, des gens entre eux, etc., parce que c'est des ambiances très particulières. Et en libéral, en revanche, c'est des gens où c'est plutôt...
une sanction à des fragilités qui sont déjà là et pour le coup qui sont plutôt l'objet primaire d'intervention. C'est-à-dire que les gens qui sont très touchés par des commentaires négatifs, et par exemple vos amis, quand ils ont tourné beaucoup à la rigolade ces commentaires négatifs, ça montre qu'ils avaient quand même une bonne estime d'eux-mêmes. Donc la capacité de remettre en question, de se dire ces commentaires de l'autre n'impactent pas l'image que j'ai de moi. Oui, c'est vrai. Mais si on a une image de soi fragile ou floue, tout peut ébranler finalement. Si c'est pas ça, ça pourrait être autre chose. Et donc là, ce qui est travaillé, c'est plutôt comment faire pour qu'on se sente plus solide et donc moins sensible à ces commentaires-là. Donc le commentaire, c'est un symptôme, si vous voulez. En fait, il y aurait bel et bien des profils qui seraient plus sujets à ce genre d'attaque et le prendraient plus personnellement. Oui, du coup, comme tes amis, toi, ont su prendre du recul et face à ça et se dire non, ça vaut pas la peine. On était un groupe. Il y avait un peu cet aspect du coup, on était tous concernés. Donc du coup, on a pu vite tourner ça un peu à la rigolade, entre gros guillemets. Tandis quand on est seul attaqué contre des milliers de personnes invisibles, plus ou moins, du coup, c'est plus dur à supporter, on va dire. Complètement. Eh bien, merci. Alors, malheureusement, je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de la surexposition de l'information sur les réseaux sociaux par manque de temps. Mais de toute façon, on l'avait déjà abordé. Et puis, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets. Pourquoi pas faire un autre épisode où là, on pourrait peut-être se focus sur ça. Ça peut être intéressant. Parce qu'à mon avis, on a beaucoup de choses à dire sur ce mécanisme. Donc, avant de conclure, je tenais quand même à finir sur du positif, car même si, comme on a pu le voir, les réseaux sociaux pouvaient avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, il n'empêche qu'ils présentent quelques avantages, que ce soit le fait qu'il permet de créer une connexion avec tout le monde, en principe, bien sûr, d'offrir du divertissement ou même d'en apprendre sur le monde. Il relève à nous, je pense, utilisateurs, d'apprendre à gérer leurs usages pour ne pas se laisser prendre dans un mécanisme malsain, comme on a pu le voir. Ce débat n'avait pas pour vocation de diaboliser les réseaux sociaux, mais à en comprendre les effets pour mieux s'en protéger, pour retrouver d'ailleurs dans la description les numéros d'aide et les divers ressources. Si vous êtes senti concerné par l'un des sujets que nous avons abordés ou si même vous en êtes témoin, parce que comme on l'a dit, c'est important d'en parler. Merci infiniment à Lismé et à Maud Goblet pour votre participation à ce débat. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.